À New York, dans un studio de Broadway, on apprend à s'aimer grâce à une chorégraphie devenue iconique pour les danseurs du monde entier, le voguing. Qu'est-ce que c'est le voguing? C'est l'expression de quoi? Vous devez vous comporter comme de vrais top modèles. Vous n'avez rien à envier à Naomi Campbell. Le voguing, qui tire son nom du magazine de mode Vogue, est cette pratique artistique consistant à imiter de manière exagérée des poses de mannequins et à défiler orgueilleusement sur des podiums réinventés. Une danse popularisée par Madonna au début des années 90 au travers de son tube planétaire Vogue. Mais plus qu'un courant musical et une danse urbaine extravagante, dont les participants s'affrontent lors de concours survoltés, le voguing est avant tout un art identitaire, manifeste du mouvement d'émancipation de la communauté LGBTQ+. Le voguing était une danse de résistance. Et vous savez, la plupart de ces gestes n'étaient pas seulement réalisés pour affronter des concurrents, mais aussi parce que les gens ressentaient beaucoup de peine. Nous avons beaucoup souffert de violence, d'homophobie. Un espace de revendication où les corps habituellement stigmatisés et marginalisés exultent leur droit d'exister le temps d'un défilé. Une histoire d'affirmation bien plus ancienne qu'il n'y paraît. C'est au cœur de Harlem, le quartier noir du nord de New York, que le voguing trouve son origine. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, des bals illégaux où les participants se griment en hommes ou en femmes pour jouer malicieusement avec la question du genre voient le jour. Encore balbutiant, ce mouvement prend sa véritable ampleur au début du siècle suivant, à la faveur d'un mouvement culturel né dans les années 1920-1930, la Harlem Renaissance. La Harlem Renaissance fut une période d'intense développement artistique et créatif au sein de la communauté noire. Elle a suivi la grande migration des Noirs du Sud vers des villes du Nord comme Détroit et New York. Au début du siècle, Harlem devient une sorte de Mecque noir. Et cette histoire est en fait parallèle à une autre histoire, homosexuelle celle-là, car Harlem devient aussi une sorte de Mecque gay. Alors que Harlem bouillonnait culturellement, le quartier était dans le même temps victime de préjugés raciaux. Les policiers refusaient de venir ici pour maintenir l'ordre, contrairement à d'autres parties de la ville. C'est paradoxalement ce qui a permis à une sous-culture de s'épanouir au moment de la Harlem Renaissance, lors de bals travestis appelés les drag balls. Hommes et femmes, noirs et blancs, tous prenaient part à des bals en s'habillant avec des vêtements du sexe opposé. Ils se déguisaient parfois en personnages et participaient à des concours pour recevoir des prix. C'était totalement novateur. Les gens accouraient de toutes parts, pas seulement de l'île de Manhattan, mais de tout New York, pour assister à ces spectacles qui étaient considérés comme fabuleux, envoûtants, et même à bien des égards d'une rare beauté. Si Harlem constitue un temps un espace de relative liberté, le succès grandissant de ces bals travestis, dont les participants sont majoritairement homosexuels, finit par provoquer le courroux des autorités new-yorkaises dans un contexte de répression des mœurs, à une période où les États-Unis instaurent la prohibition pour interdire la consommation d'alcool. Dans tous les États-Unis, on a assisté à la mise en place de politiques criminalisant l'homosexualité. C'est à ce moment-là que le travestissement n'a plus seulement été une question de spectacle, de pratique récréative ou d'affirmation de soi-même, mais un moyen de sortir avec son amant en public, sans se faire arrêter par la police, en recréant une sorte de couple hétérosexuel, même si évidemment, les deux amants étaient des hommes. Le travestissement est donc devenu un mécanisme de survie. Un certain nombre de lieux liés à la Harlem Renaissance furent donc des espaces de résistance. Du Hamilton Lodge au Elks Lodge, en passant par le Savoy Ballroom, et même des espaces comme le YMCA de Harlem. Les gens s'y rencontraient et se tenaient informés du lieu où se tiendrait le prochain bal.
Très populaires, en dépit de la répression policière qui peine cependant à les contenir, les drag balls continuent de se tenir jusque dans les années 60, se muant également en concours de beauté. Mais la question raciale fracture bientôt la communauté. Dans le sillage des mouvements de lutte et de défense des droits civiques et homosexuels, comme les émeutes de Stonewall de 1969, les drag queens noires, victimes de nombreuses discriminations, décident de créer leur propre concours, donnant ainsi naissance à la culture ballroom. Des compétitions aux multiples catégories, dont le voguing fait partie et qui se déroulent majoritairement dans les années 70 et 80 à l'Imperial Lodge of Elks à Harlem. C'est un lieu très important dans l'histoire de notre culture et il est toujours là. C'est une église aujourd'hui, mais pour nous, c'était une chapelle du voguing. C'était une sorte d'église, mais pour notre communauté. Et c'est l'endroit où sont nées les premières poses, les premiers gestes figés du voguing. En 1972, deux drag queens noires transgenres, Crystal et Lottie LaBeija, fondent bientôt, suivies par d'autres, leur propre maison, The House of LaBeija, en référence aux maisons de haute couture dont elles admirent le glamour. Mais plus que de simples groupes artistiques, ces maisons font office de refuge communautaire, tolérant et inclusif. À l'origine, les maisons de la culture ballroom formaient un collectif de femmes transgenres qui s'entraidaient. Elles accueillaient des jeunes qui effectuaient leur transition, qui étaient chassés de chez eux et qui étaient à la recherche d'une figure maternelle ou d'une famille de cœur. Et donc, à la tête de ces maisons, vous aviez une mère et un père de substitution, mais aussi des parrains. Parodiant les concours de beauté de l'élite blanche et un monde de luxe inaccessible, le voguing permet alors à ses adeptes de devenir, de manière subversive, leurs propres icônes. Le voguing provient d'une multitude de choses. C'est l'exemple même de la liberté de mouvement. À l'origine, ces gestes géométriques s'inspirent des poses égyptiennes, mais aussi des magazines de mode. Parce que si vous regardez dans ces magazines, il y a beaucoup de maniérisme. Dans les années 80, alors que l'État de New York vient de dépénaliser l'homosexualité, le voguing sort de Harlem et part à la conquête du reste de la ville. Alors que la Grosse Pomme connaît une extraordinaire effervescence artistique et culturelle, le voguing devient l'un des emblèmes de la contre-culture new-yorkaise et déferle notamment sur les quais de Greenwich Village, au lieu de rencontres homosexuelles. Kevin Omniburus, fondateur de la maison Omni, se souvient. Quand je suis allé la première fois sur les quais, Greenwich Village était un endroit où tout était permis et où tout pouvait arriver. Greenwich Village était le repère des jeunes de la culture ballroom. Nous descendions ici tous les vendredis et samedis soirs. On se défiait les uns les autres en voguant sur les quais. Ça se passait juste là, tout le long de la jetée. Le voguing, c'était tout à l'époque. Il y avait des DJ qui jouaient de la musique gratuitement depuis leur voiture ou leur camion. C'était donc une arène où la plupart des vogueurs pouvaient s'entraîner. Terriblement en vogue, le voguing prend aussi d'assaut les nightclubs de la ville qui ne dort jamais. Les clubs où l'on pratiquait le plus le voguing étaient le Trax, Better Days, le Paradise Garage, la Red Zone, le Tunnel. En général, il s'agissait de clubs gays, de clubs underground. Tout le monde allait au Paradise Garage. Et parce que c'était le club le plus underground de New York, il fallait soit être membre, soit être accompagné d'un membre pour pouvoir y accéder. Il y avait la meilleure sono de tout New York. De 86 à 89, le voguing a connu une énorme explosion de popularité, pas seulement dans les clubs, mais aussi auprès du grand public.
Le voguing se révèle au monde en 1990, lorsque la chanteuse Madonna décide de lui dédier une chanson, après en avoir découvert une performance dans un club new-yorkais. Vogue devient l'un de ses plus grands succès, mais au sein de la communauté, il fait toujours grincer quelques dents. Je pense que notre communauté avait besoin d'être exposée, qu'il était temps que des gens recrutent nos danseurs pour leur donner cette plateforme, cette opportunité d'être vus, d'être plus autonomes et plus intégrés dans la société. Mais ça n'a aucun sens d'apporter de la visibilité à la communauté et de montrer notre danse si vous l'exploitez, l'utilisez pour votre propre gain, votre seul bénéfice et ne rendez jamais rien en retour. Ça fait 30 ans que Madonna a sorti Vogue et notre communauté attend toujours un don. Un bal, un centre de jeunesse, quelque chose. Au fait de sa popularité, le voguing décline au cours des années 90 à la suite de l'épidémie de sida qui décime alors la communauté homosexuelle. Il connaît cependant une renaissance à la fin des années 2000 et enfièvre de nouveau les nuits new-yorkaises, comme au $3 Bill, un club LGBTQ+ de Brooklyn. Nous sommes ici ce soir avec la nouvelle génération. C'est totalement différent de quand on a commencé. Ils sont beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus ouverts. Ce bal s'appelle d'ailleurs « Ouvert à tous ». Cela signifie que tu peux être une fille hétéro, tu peux être une fille gay, tu peux être un mec gay ou tu peux être une drag queen. Et vous êtes tous en compétition en même temps. À notre époque, c'était bien plus cloisonné. Les jeunes d'aujourd'hui voguent de manière très acrobatique. Ce n'est plus l'ancienne méthode. Avant, on effectuait nos pauses et on reprenait notre souffle. Mais ces gamins, ils se jettent en arrière avec leurs jambes en l'air, comme s'ils n'avaient pas de colonne vertébrale. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est complètement différent. Le voguing a dépassé les frontières de New York. C'est mondial maintenant. On vogue au Mexique, ils le font au Brésil, ils le font à Paris, à Londres, en Allemagne, en Italie, en Chine. Il y en a partout. C'est comme n'importe quel art. C'est une danse, c'est du ballet, c'est du breakdance. Un art qui n'a rien perdu de sa dimension politique et identitaire et qui demeure toujours aussi nécessaire. Le voguing est un outil qui appartiendra toujours à la communauté gay. Parfois, je suis en colère contre la communauté LGBTQ+, parce qu'il est beaucoup question de sexe. Mais nous ne voulons pas que les gens nous regardent pour ce que nous faisons au lit. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit d'être un être humain. Il s'agit de réussir sa vie, d'avoir du respect pour soi-même. Et c'est ce que nous devons faire pour que le monde voit que nous sommes plus que nos corps.